Madame, Monsieur, bonjour. Une douceur humide au programme aujourd'hui encore. Voyons tout de suite les prévisions météo d'Evelyne Delia. Alors, beaucoup de nuages au nord de la Loire avec un peu de pluie de l'Île-de-France aux Ardennes. Des averses aussi des Alpes à l'Alsace et puis davantage de soleil dans le sud. Et surtout, évidemment, comme d'habitude, près de la Méditerranée, avec quand même du vent sur le golfe du Lion. Et c'est d'ailleurs là qu'il fera le plus doux cet après-midi. 18 degrés par exemple à Nîmes, à Perpignan, Marseille. 15 à Toulouse et Grenoble, 14 à Rennes, 13 à Strasbourg et Paris, 12 à Limoges et pas moins de 11 degrés à Langres et Aurillac. Alors, peut-on encore parler de vacances à la neige par ces températures printanières? Beaucoup de familles ont dû adapter leurs activités, mais aussi changer de garde-robe. À Annecy, Florian Chevalet, Frédéric Marchand. 10 heures à peine et déjà 10 degrés au thermomètre. Largement de quoi prendre un petit déjeuner en terrasse. Je pensais que le prendre à l'intérieur avec le froid, on avait pris les bonnets, les gants et en fin de compte pas d'écharpe, rien. Donc c'est vraiment l'entrée du printemps. C'est très très agréable. Très agréable mais un peu inquiétant quand même pour Marie-Annick et Christian venus en camping-car du Pas-de-Calais. Et on n'est pas trop surpris parce que ça fait 2-3 ans qu'on vient et à cette période-ci on a souvent du beau temps comme aujourd'hui. Ça devient la norme? Ça devient la norme, oui. Alors c'était un peu effrayant pour les stations de ski. Sans neige, les skis sont restés à la maison et les sportifs s'adaptent. Habituellement, on est plus sur les pistes. Mais là, c'est une année un peu exceptionnelle niveau enneigement, donc on se rabat sur les vélos. Vélo, marche ou gymnastique au bord de l'eau, une douceur printanière qui donne du travail aux jardiniers de la ville. On gratte les massifs de façon à désherber la terre et c'est un travail qu'on effectue généralement mi-mars, début avril. Les premières tulipes de la saison sont déjà de sortie, les terrasses aussi, mais attention, la neige revient en fin de semaine. Dans l'actualité, à 5 jours maintenant de l'ouverture du Salon de l'agriculture à Paris, la colère du monde rural ne faiblit pas. Ce matin, dans le Nord, une centaine de tracteurs convergent vers Dunkerque. Ici, ils dénoncent un projet d'extension du port qui menace plusieurs de leurs exploitations. Plus au sud, un autre convoi d'agriculteurs a pris la route ce matin, direction Marseille. Des dizaines de tracteurs sont entrés dans la cité phocéenne, rendant la circulation particulièrement compliquée. Rejoints par les chauffeurs de taxi, ils avaient pour point de ralliement le port de Marseille. Suzanne Prez, Gwenolé Scan. Un bruit inhabituel pour signaler leur arrivée. Ah, on y est, on est là, c'est Marseille. 50 tracteurs en plein centre-ville de Marseille. Au pied de la cathédrale de la Major, un mot d'ordre, se faire entendre. Il faudrait qu'on lève un peu les taxes, hein. Ça, parce que c'est le gros problème, il est là. Vous estimez que vous n'avez pas obtenu assez? Non. Pour eux, les mesures annoncées par le gouvernement tardent à être appliquées. Les investissements, on les a fait. Maintenant, eux s'étaient engagés à nous donner une part de subvention pour nous aider à le faire. On l'a fait, eux, pour le moment, ils ne l'ont pas fait. Est-ce que vous accepteriez, vous, qu'on vous doit 3 ans de salaire? Pour exprimer leur colère, ils se sont réunis dès 6 h du matin. Ils viennent des 4 coins de la région. Des milles, ici, bon, Brognac. Un convoi et une date qui n'est pas choisie au hasard. A envoyé un message à Paris aussi en leur disant qu'on veut des réponses claires et des actes précis pour l'ouverture du salon de l'agriculture, parce que sinon ça ne sert à rien de venir. Restez chez vous. Leur présence dans Marseille ne passe pas inaperçue. Autour d'eux, de nombreux curieux. C'est impressionnant de voir tous ces tracteurs. C'est pas habituel. Je me dis que normalement ils devraient être dans les champs. S'ils continuent à manifester, c'est qu'ils ne sont pas parfaitement écoutés, j'imagine, qu'on leur donne au compte-gouttes. Je trouve ça très bien. Nous, on va au musée, mais on est de tout cœur avec les paysans. Des agriculteurs déterminés. Pas question de lâcher, jusqu'à obtenir le retrait de certaines restrictions. Par exemple, sur l'utilisation de l'eau en période de sécheresse. Et déjà sur le front, depuis le 21 novembre, quand ça a commencé avec le retournement des panneaux, on a quand même bloqué l'autoroute pendant 3 jours début janvier. Donc on continuera quoi qu'il arrive. Au programme, une tournée devant plusieurs bâtiments administratifs de la région. Leur action doit durer toute la journée.
Et on vient de l'apprendre, le Premier ministre Gabriel Attal tiendra une conférence de presse mercredi à Matignon pour apporter de nouvelles réponses à la crise agricole et informer sur le suivi de l'application des mesures. À la SNCF maintenant, le mouvement de grève des chefs de bord s'est terminé ce matin à 8h, mais la menace de nouvelles perturbations plane pour le week-end prochain. Un nouveau préavis vient d'être déposé par les aiguilleurs. Pour l'instant, la SNCF est optimiste pour les jours à venir. Et depuis hier, une visite chez le médecin coûte un peu plus cher. Le reste à charge, comme on dit, passe de 1 à 2 euros. Ce n'est qu'un début puisque au printemps, la franchise sur les boîtes de médicaments augmentera elle aussi. Les explications de Zach Agili, Thierry Chartier. Ça va bien, Patrick ? Ouais, ça va, et vous, docteur ? Dans le cabinet du docteur Braconnier ce matin, Patrick va devoir mettre un peu plus la main au porte-monnaie. Le patient se verra rembourser la somme de 16 euros par la sécurité sociale contre 17 euros la semaine dernière. Un surcoût nécessaire pour améliorer le système de santé. Moi, personnellement, c'est de se faire soigner, c'est important. Regardez, j'ai été fort malade, j'en ai besoin. Donc si on peut avoir de l'argent pour aider les médecins, ouais, d'accord. Mais est-ce que ça va servir vraiment à ça ? Une augmentation d'1 euro par consultation médicale avec un plafond limité à 50 euros par an. Les personnes qui ne sont pas en affection longue durée viennent assez peu chez le médecin par an, peut-être 4 à 5 fois. Donc cela va représenter une dizaine d'euros par an. C'est une somme qui me semble être raisonnable par rapport à l'enjeu, c'est-à-dire la préservation de notre système de santé. Il n'y a pas que votre rendez-vous médical qui va augmenter. Même principe pour les transports en ambulance et les analyses en laboratoire. Le reste à charge pour les patients va passer de 2 à 4 euros. Je me dis qu'en ce moment tout augmente, alors que je veux dire c'est pareil, mais je ne sais pas si ça va changer. Moi j'ai une mutuelle aussi, je sais que ma mutuelle a augmenté. Je voudrais que cet argent qui pourra être économisé par la sécurité sociale puisse servir au moins au développement de ces différents réseaux de soins. La sécurité sociale va économiser 800 millions d'euros. Les différentes hausses ne sont pas remboursables par les mutuelles. Ces mesures, elles sont évidemment efficaces pour ramener de l'argent à la sécurité sociale, pour contrôler les soins ou pour réduire la consommation de soins. Et à partir du 31 mars prochain, c'est la franchise de vos boîtes de médicaments qui va augmenter. Elle sera d'1 euro contre 50 centimes aujourd'hui, une mesure qui vise à responsabiliser les patients. Une prescription est faite par exemple sur 8 boîtes d'un antidouleur. Les gens se posent plus facilement la question de savoir s'ils ont vraiment besoin de 8 boîtes ou si peut-être 4 suffiront dans un premier temps. Les mineurs, les femmes enceintes et les personnes aux revenus très modestes ne sont pas concernés par ces différentes hausses. Hier soir, au journal de 20h de TF1, Bruno Le Maire a déclaré revoir à la baisse la prévision de croissance pour 2024. Elle passerait de 1,4 à 1%. Ce qui, évidemment, n'est pas sans conséquence sur les rentrées fiscales. Et c'est pourquoi le ministre de l'économie a annoncé un plan d'économie pour l'État de 10 milliards d'euros. Alors, c'est une première coupe de 1 milliard dans l'enveloppe du dispositif Prime Rénov' qui aide à la rénovation, qui va être donnée. Qu'est-ce que cela va changer pour les futurs bénéficiaires ? Thomas Jarion, Valentin Després et William Buim. Laurent n'en revient toujours pas. Patron d'une entreprise de rénovation, il a écouté hier en direct le ministre de l'économie annoncer 1 milliard de moins pour la rénovation énergétique. Moins d'argent pour MaPrimeRénov', c'est il le craint, moins de clients. Un certain nombre pourraient renoncer à leurs travaux si l'État ne les aide plus à payer la facture. Ils vont remettre à plus tard les travaux liés au confort et à la rénovation énergétique de leur habitation. Et pour une proportion très importante d'1 tiers à la moitié. C'est certain. Dans son bureau, il fait le point sur les chantiers en cours. 80% des travaux d'isolation qu'il réalise sont en partie financés par MaPrimeRénov'. Au téléphone, il informe une de ses clientes de ce coup de rabot décidé par le gouvernement. Vous aviez aux environs de 9 000 euros. Hein. Si l'aide baisse de 5 000 euros, ça peut remettre en question ce qu'on avait convenu ? Oui, ou le retarder, oui, tout à fait. Ou le retarder, oui, c'est ce que l'on craint également. Si cette PME est inquiète, certaines fédérations de professionnels, elles, s'étaient préparées à une telle annonce. Si on est pragmatique, le budget de l'année dernière de MaPrimeRénov' n'a pas été consommé à un niveau de 1 milliard. La problématique de MaPrimeRénov' n'est pas le budget, mais comment on réforme définitivement MaPrimeRénov' et qu'on la rend
plus accessible pour les particuliers et plus accessible pour les artisans. Si le budget MaPrimeRénov' n'a pas entièrement été utilisé, c'est que les démarches pour obtenir ces aides relèvent parfois du parcours du combattant. Le gouvernement l'assure, il veut simplifier. Demain, le recours à des entreprises labellisées RGE ne sera plus obligatoire pour les petits travaux. Par ailleurs, obtenir ce fameux label devrait être plus facile pour les artisans. Mais à quel point? Quelles seront concrètement les nouvelles règles? Les détails seront connus au mois de mars. Et autre nouveauté annoncée ce matin, qui entre dans ce plan de réduction des dépenses publiques, la mise en place dès cette année d'une participation forfaitaire des salariés au compte personnel de formation. Et puis l'ouverture ce matin aux Assises du Vaucluse d'un procès très attendu. Souvenez-vous, il y a 3 ans, un policier, Éric Masson, était tué en plein jour par un dealer à Avignon. Son meurtrier présumé est jugé à partir d'aujourd'hui. Malgré des charges accablantes, il nie en bloc. L'affaire avait provoqué, on s'en souvient, une onde de choc et un mouvement de colère dans tous les commissariats. Florian Litzler, Marie Belot et Julie Regard. Même le directeur général de la police nationale, Frédéric Vaux, a fait le déplacement et s'installe dans la salle d'audience. Du grand patron au simple brigadier, les policiers étaient très nombreux ce matin au procès, venus en mémoire de leur collègue, Éric Masson. Parmi eux, Claude Simonetti, qui travaillait avec lui à Avignon. Pour ceux déjà qui le connaissent, on continue à vivre, mais on n'oublie pas. C'est un peu le message qui passe. Pour ceux qui sont arrivés après en mutation, qui ont connu l'affaire, mais qui n'ont pas eu la chance de connaître Éric, il y a également une trace qui est présente, donc c'est indélébile au niveau du commissariat. Face aux policiers, face à la famille qui n'a pas souhaité être filmée, c'est un jeune homme qui est assis dans le box. 22 ans, Ilyas Akoudab, petit délinquant, est accusé d'avoir abattu le fonctionnaire à Avignon. Il avait 19 ans à l'époque des faits. C'était le 5 mai 2021. Éric Masson et un collègue en civil contrôlent une femme qui vient d'acheter du cannabis. Le suspect s'approche, interpelle les agents et tire avec un pistolet. Touché par 2 balles, Éric Masson décède sur place. Le meurtre provoque une énorme vague d'émoi chez les policiers, qui multiplie les hommages dans tout le pays. Merci à vous, collègues, venus des 4 coins de France, venus soutenir notre police nationale. Mais surtout, Éric, son plus fidèle serviteur. Le suspect est interpellé quelques jours après les faits à ce péage, alors qu'il essaye de fuir en Espagne. Mis en cause notamment par 2 témoignages et par des résidus de poudre retrouvés sur ses vêtements. Moi, j'ai une conviction, néanmoins, à travers, pour avoir suivi la procédure depuis le début, à l'instruction, les charges se sont véritablement accumulées. Le suspect, lui, nie toutes les accusations depuis le premier jour. Voilà ses premiers mots à l'audience. Je conteste les faits qui me sont reprochés. Je maintiens mes déclarations. Le verdict est attendu en fin de semaine prochaine. Ce matin, à Arras, ce sont 9 policiers qui ont été décorés par Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur leur a remis la Légion d'honneur pour leur intervention le 13 octobre dernier. C'était dans un lycée de la ville. Ils avaient réussi à neutraliser le terroriste qui avait tué Dominique Bernard, le professeur de français. Sur le site de l'autoroute A69 maintenant, une centaine de gendarmes encerclent toujours le bois où sont installés les militants écologistes. Un face-à-face qui dure depuis plusieurs jours. Le ministre de l'Intérieur, de son côté, a durci le ton dans un tweet. Aucune nouvelle ZAD ne sera tolérée. Ignacio Bornassin et Tristan Vartamian ainsi que Jean-Vincent Fournis. Le nettoyage vient de commencer sous très haute surveillance. Une centaine de gendarmes encerclent la ZAD autour du chantier de l'autoroute A69. C'est ici que les opposants au projet d'autoroute étaient installés depuis plusieurs mois. Ce matin, il ne reste plus que les irréductibles qui se font appeler les écureuils. Ces activistes, une dizaine, ont construit des cabanes au sommet des arbres qui doivent être coupées aujourd'hui. Nous leur avons parlé par téléphone. Un peu d'appréhension par rapport à ce qui va se passer à la suite parce qu'on aimerait bien que les arbres restent debout. Les tractopelles sont déjà sur place. Une fois que les écureuils seront délogés, que la zone sera en sécurité, c'est à notre charge d'abattre les arbres. Oui. Encore faut-il convaincre les militants écologistes de descendre. Cet après-midi, des négociateurs de la gendarmerie viendront leur parler. Les activistes sont prêts à les entendre,
mais ils se disent inflexibles. S'ils nous proposent un moratoire, par exemple, le temps que la justice décide si ce projet est viable ou pas, ou si on nous propose l'abandon du projet, là oui, moi je pourrais descendre. Tout doit être fait pour que la journée se déroule dans le calme, contrairement à hier après-midi. Des affrontements ont eu lieu entre une centaine de militants radicaux et les gendarmes. 6 personnes ont été interpellées et 2 engins de chantier ont été brûlés par les manifestants. Malgré l'opposition au projet, le chantier de l'A69 n'a pour l'instant jamais été arrêté. À l'étranger, les suites de la mort de l'opposant russe Alexei Navalny. 3 jours après l'annonce de son décès, ses proches sont allés là où serait sa dépouille, sans pouvoir toutefois la récupérer. Ce matin, la veuve de l'opposant accuse Vladimir Poutine d'avoir tué son mari, ce que le Kremlin réfute. Elle est maintenant attendue à Bruxelles, où elle doit rencontrer les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. On en vient à ces images impressionnantes qui nous viennent de Chine. Depuis 2 jours, le pays est balayé par de violentes tempêtes de sable et aussi de fortes chutes de neige. Des milliers de voitures ont été bloquées sur les routes. On ne pouvait pas voir à plus de 100 mètres à certains endroits. Et les autorités chinoises ont placé le pays en alerte maximale. Léa Merlier. Toute une ville plongée dans un épais brouillard orange. Ce policier tente d'orienter les voitures. La visibilité est réduite à quelques mètres à peine. La violente tempête de sable balaye le nord-ouest de la Chine. Les bourrasques sont si fortes qu'il est presque impossible d'avancer. À quelques kilomètres de là, du sable, mais aussi de la neige. Les températures ont brutalement chuté sous les moins 50 degrés. Sur l'autoroute, c'est le chaos. Les automobilistes se retrouvent pris au piège. Dans un froid polaire, ils abandonnent leur voiture, aidés par les forces de l'ordre. Des évacuations massives. Plus de 40 000 personnes ont dû trouver refuge dans des abris. Le phénomène n'est pas terminé. La région reste en alerte maximale pour les prochaines heures. On revient en France où, après les colis égarés revendus à l'aveugle, on s'en souvient, voici les caddies mystères. Ce sont des chariots de supermarché remplis de produits cachés sous une bâche et surtout vendus à prix cassé. C'est l'occasion de faire de bonnes affaires, ou pas d'ailleurs. Pour l'enseigne qui a eu l'idée, c'est un succès car les clients en raffolent. À Valenciennes et à Dieppe, Guillaume Torel, Lucas Barbier et Antoine Santos. À peine mise en place et déjà vendue. En quelques secondes, Béatrice a sauté sur l'occasion. Et on arrive aujourd'hui, on en voit un devant, donc j'ai attendu, puis voilà, on verra bien. Elle ne sait pas ce qu'elle achète. Seule certitude, la valeur du chariot est de plus de 430 €. Elle ne va pourtant débourser que 146 €. Des couettes, des robes, des jouets, l'oreiller. C'est une bonne surprise, oui. Ça va servir pour ma fille pour son premier appart. Il y a les petits-enfants, impeccable, c'est bien. Moi, je trouve ça pas mal. Une fois achetés, les produits ne sont ni repris ni échangés. Chaque chariot est préparé avec précaution, en plein rayon. On a fait d'abord l'état de nos stocks. On sort les produits qui seraient intéressants pour le client. On les met dans un caddie. Le premier chariot mystère a été mis en vente en fin d'année dernière à Dieppe. Des clients se mettent même à courir sur ces images tournées par des employés de l'entreprise. Depuis, les opérations se sont renouvelées avec à chaque fois le même engouement. Ça y est, je prends. Ça vaut le coup ce prix-là, même si on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Surprise. 66% de réduction pour ce chariot. Ne reste plus qu'à découvrir ce qu'il contient. Ça sert toujours pour la cuisine. Les serviettes de toilette, on n'en a jamais assez. Ça va être pour ma maman. Une opération qui ne fait pourtant pas l'unanimité auprès des clients, qui préfèrent souvent savoir ce qu'ils achètent. C'est pour écouler du stock, des dates limites, des objets qui se font plus, des choses comme ça. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, alors si c'est des choses qu'on aime, c'est bien, mais si c'est des choses qu'on n'aime pas, Pour le gérant de ce magasin, l'intérêt est surtout de faire parler tout en écoulant les stocks. On sent bien que les soldes, ça pue l'engouement que ça a pu avoir. Le Black Friday, c'est la même chose et on avait besoin de se renouveler un petit peu. Et le jour où on a lancé l'opération physiquement en magasin, ça a été la cohue à l'ouverture des grilles. Une communication qui fonctionne. Plus de 50 magasins ont depuis réalisé la même opération.
Quand on envisage de placer son argent, on peut penser d'abord au livret A, mais sûrement pas au tramway. À Brest, la métropole a proposé d'investir dans une nouvelle ligne. Près d'1 million d'euros ont été récoltés. C'est un record et les investisseurs y gagnent. Explication et reportage de Médéric Pierre et Chloé Brel. Placer son épargne dans la nouvelle ligne de tramway. Un investissement original à Brest. L'auriez-vous fait avec votre argent ? Personnellement, je ne le ferais pas. J'aurais placé mon argent en bourse, à la banque, voilà. J'ai failli faire d'ailleurs, mais bon, j'avais d'autres priorités. Oui, pourquoi pas, oui. Il y a une rentabilité en même temps pour le particulier, je pense. Oui, madame, 4% brut, soit un rendement net proche du livret A. Cette campagne de financement participatif a séduit 245 personnes, dont Michel. 4%, sympathique. Ce retraité a investi 5 000 euros. Il obtiendra en retour 5 541,53 €. Une belle somme, car la métropole va le rembourser avec les intérêts tous les trimestres pendant 5 ans. Je divise par 20 échéances. Je tombe sur la somme de 277 €. C'est une somme sympathique pour arrondir les fins de mois. Michel a investi pour diversifier ses placements, mais aussi pour aider la ville dans laquelle il a travaillé pendant près de 40 ans. Je sais où va mon argent. C'est concret, c'est un projet utile pour la société. Dès que je verrai cette ligne, je reparlerai peut-être à mes petits-enfants. C'est papy qui a investi là-dedans. Un investissement concret est déjà visible dans le centre-ville de Brest. Derrière moi, vous avez la première ligne de tram. Et puis perpendiculaire, on est exactement ici au croisement, la nouvelle ligne qui est déjà en construction. Cette levée de fonds citoyenne a atteint près d'1 million d'euros. Elle s'ajoute aux 225 millions investis par la métropole pour développer son réseau urbain. On est là vraiment dans une démarche où on a voulu embarquer des habitants avec nous. Et avec qui on va essayer de garder le contact pendant tous les travaux du tram pour leur passer des infos, pour qu'ils soient à nos côtés, des gens qui pourront raconter l'histoire du tram autour d'eux. On ne fait pas la ville contre la population, on la fait avec elle. L'opération est un succès et détient même un record, celui du plus gros emprunt citoyen de France. Pour ou contre la suppression des poubelles individuelles à Saint-André-le-Cubzac, le débat est lancé, fini le ramassage. C'est aux habitants d'apporter leurs ordures ménagères à un point de collecte. Un petit effort, mais qui ne fait pas l'unanimité. Alexandra Vira et Nicolas Forestier. Oubliez les éboueurs qui passent très tôt le matin devant chaque porte. Dans cette commune, désormais, il faut apporter soi-même ses déchets dans ces bacs qui s'ouvrent à l'aide d'une carte. Pas pratique pour certains. Pour moi, c'est pas forcément l'idéal dans la mesure où je suis obligée de me déplacer. Enfin, moi, je travaille toute la semaine, donc je préférais l'ancien système. D'autres se sont facilement adaptés. C'est plus pratique. Deux fois, on oubliait et tout, que non, c'est mardi, il faut faire sortir les poubelles. Je trouve que l'idée est bonne parce que ça doit pousser les gens à réduire leurs déchets. Mais je pense qu'il faudrait aussi voir du côté des industriels pour qu'ils puissent réduire les emballages. L'objectif de ce nouveau système, diminuer la quantité de déchets, mais aussi inciter les habitants à trier beaucoup plus. Dans ce centre de tri, les camions de collecte viennent décharger leurs bennes. Et à l'intérieur des sacs poubelles, on trouve beaucoup de déchets qui n'ont rien à y faire. On a des bouteilles plastiques, on a du papier, on a plein de choses qui auraient pu être allées dans le bac jaune et qui ne partiraient pas à l'enfouissement et qui nous permettraient effectivement de payer moins de coûts de traitement. On est à plus de 150 € la tonne enfouie aujourd'hui. C'est énorme. 60 000 tonnes de déchets comme ceux-ci sont enfouis chaque mois, soit une facture de plus de 7 millions d'euros. Depuis des années dans le monde des déchets, les sacs sont noirs, les bacs sont opaques, on ne voit pas ce qu'il y a dedans et on collectait historiquement depuis des années de nuit pour ne pas montrer qu'on avait des déchets et on allait les enfouir pour bien les cacher. Et quand on commence à se rendre compte que tiens, il faut que j'y aille tous les 2 jours, comment je change pour faire moins de déchets. Mais d'après ces élus, ce nouveau système a renforcé les incivilités. Ici, on a un sapin de Noël, on se demande pourquoi. Et là, on a les collecteurs de restes alimentaires. Voilà, qu'on a posé dessus, soit parce qu'on n'a pas la carte, soit parce qu'on est feignant. Les exemples sont nombreux et posent des questions sanitaires. C'est pour cela que pour la première fois, le tribunal de Toulouse vient de condamner une communauté de communes à revenir à la collecte en porte-à-porte.
Ces bacs sont également difficiles d'accès pour certains habitants. Pour les gens handicapés, provisoirement ou de façon continuelle, des gens âgés, vous en avez partout, des gens qui ont des problématiques de déplacement. Ceux-là, il faut garder un service public. Certaines exceptions existent pour les personnes à mobilité réduite qui en font la demande. 120 habitants en bénéficient pour le moment. Le Gers, star des réseaux sociaux. Il est vrai que le département situé au pied des Pyrénées ne manque pas d'atouts. C'est même là qu'a été tourné en grande partie le film d'Étienne Chatiliez, Le bonheur est dans le pré. Une réalité qu'il faut quand même faire connaître. Tristan Vartagnan et Marion Laradet. Vous n'êtes pas sur le compte d'un influenceur, mais sur l'Instagram du département du Gers. Derrière ces publications idylliques, se trouve Julie, armée de son téléphone. Ouais, un peu plus les fleurs. L'objectif, c'est de mettre en avant le patrimoine du village ou des villages du Gers. J'ai vu cet arbre en fleurs et je me suis dit que ça pouvait donner un très bel aspect à cette photo. À peine le cliché enregistré, quelques modifications s'imposent. Là, on l'a recadré et on retouche un peu la couleur pour qu'il y ait un tout petit peu plus de peps. Vous trichez un peu? On va pas dire tricher, c'est juste qu'on embellit le naturel. C'est dans la boîte. Prêt à poster. Des retouches parfois importantes, comme cette arche située dans le petit village de Terreau. À gauche, la photo postée sur Instagram. À droite, celle que nous avons prise sur place, avec un panneau de signalisation ajouté depuis et ce camion de chantier. Pas vraiment ce que nous imaginions. Est-ce que vous reconnaissez? Oui, c'est l'entrée du village. La photo me plaît beaucoup. Après, je trouve qu'on ne retrouve pas trop la blancheur des pierres. Pourquoi ils n'ont pas laissé la photo brute? Pourquoi? Je sais pas. C'est dommage. J'aime beaucoup. Puis elle est sur Instagram. J'ai des amis américains qui me l'ont envoyée. C'est pas vrai. Si. Elle m'a dit, tu vois, j'ai beau partir, je suis quand même bercée par les belles images. Comme quoi, le Gers n'a pas tort de faire cette initiative. Le département joue sur les réseaux sociaux pour toucher le monde entier et sait se rendre très visible. Comme lorsqu'il invite cet influenceur très suivi à venir passer ses vacances dans le Gers. Tout frais payé. La vidéo a été vue près de 900 000 fois. Il a pu dormir dans un logement au milieu d'un lac. Quelques jours après, le logement était complet pour toute la saison. C'est une porte d'entrée essentielle pour montrer que c'est un département vivant, un département où on peut y vivre, on peut s'y installer, on est bien quoi. Et le territoire ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Cet après-midi, c'est séance photo avec des apprentis vignerons pour préparer le salon de l'agriculture. La plupart ont disparu à la fin de l'ère glaciaire. Ce sont les mammouths. Hier à Évreux, un crâne vieux de 40 000 ans a été mis aux enchères et il s'est vendu plusieurs dizaines de milliers d'euros. En Normandie, Sylvie Pinatel, Céleste de Carvé-Noël et Vicente Acala. Adjugé 75 000, très bel achat. C'est pour un collectionneur français que cet antiquaire vient d'acheter la pièce maîtresse de cette vente aux enchères, un Elephas primegenius, autrement dit un mammouth, qui a vécu en Sibérie à la fin de la période glaciaire, entre 40 000 et 10 000 ans avant notre ère. Il a toutes ses dents, sa mandibule inférieure, la partie supérieure de son crâne. C'est une pièce historique et il y en a peu, voire très peu, en main privée. On voulait le voir en vrai, pour de vrai. Et alors, il est comment? Il vient de Sibérie, il nous impressionne énormément. Le mammouth, c'est quand même un animal qui n'existe plus, d'une part, et qui est quand même original de par ses dimensions. Beaucoup de monde, en effet, dans cet hôtel des ventes d'Évreux, car il existe depuis une dizaine d'années un engouement certain pour ces ventes aux enchères spectaculaires. Jugez plutôt les sommes. Adjugé 535 000. Pour ce spécimen d'iguanodon vieux de 150 millions d'années. Une broutille. Ce T-Rex a lui été adjugé 5 millions à Zurich il y a un an. Et ce dinosaure qui a inspiré le célèbre film Jurassic Park, 12 millions d'euros l'an dernier à New York. À ce prix-là, peu de musées peuvent s'aligner. Cette spéculation va faire que certains spécimens ne seront pas accessibles aux scientifiques parce que des marchands vont vouloir les vendre le plus cher possible à n'importe qui. Des crânes de dinosaures sont même parfois détruits pour vendre et écouler plus facilement les dents en pièces détachées. Eh bien, le trésor à vos côtés. J'étais fasciné. Bonjour Annie Bazard. Bonjour Vous Jacques. avez encore plein de conseils
à nous donner cette semaine. On va commencer avec les dates de péremption. D'abord, un premier reproche, il faut les trouver. On fouille le produit dans tous les sens. Mais est-ce qu'on peut les dépasser? Est-ce que c'est vrai ou faux? Eh bien, c'est vrai, surtout pour les yaourts nature. Vous pouvez les manger jusqu'à 3 semaines après la fameuse DLC. C'est la date limite de consommation. En revanche, c'est un peu moins juste pour les crèmes caramel, vos préférés, paraît-il, ou encore les préparations avec des œufs, comme les flans, plus sensibles aux bactéries. Comptez plutôt 7 à 10 jours maximum. Enfin, on rappelle qu'une fois ouverts, même avant la date limite, il faut les consommer au plus tard dans les 2 jours. Et ce conseil, il vaut pour tous les produits frais qui ont une date limite. Alors j'imagine que cela vaut pour les viandes, pour les poissons en barquette, par exemple? Eh bien non, soyez vigilants. Viande, poisson, charcuterie, œufs ou encore plats cuisinés, ce sont des produits très fragiles. Ne les mangez surtout pas après la date indiquée. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils peuvent développer des bactéries comme la listeria, la salmonelle ou encore E. coli, dangereuses pour la santé, voire mortelles. On l'a vu encore récemment. Il y a quand même des signes qui doivent nous alerter. Oui, il peut y avoir des indices. Si l'emballage est gonflé, l'odeur légèrement vinaigrée, ou si votre steak haché vire au vert ou au noir, c'est non, même cuit. Un conseil, ne prenez aucun risque. Non, sûrement. En revanche, Annie, quand il est écrit à consommer 2 préférences avant telle date sur, par exemple, une tablette de chocolat, est-ce qu'il y a un risque à dépasser cette date? Eh bien non, dans ce cas précis, pas de risque sanitaire. Votre chocolat pourrait avoir un tout petit peu moins de goût, moins de saveur, mais en gros, c'est juste une date indicative. Avant cette date, on vous garantit l'aspect visuel, le goût et l'odeur. Après cette date, ils peuvent se dégrader, mais restent consommables. Cette formulation, on la retrouve sur la plupart des aliments dans notre placard, pâterie ou encore boîte de conserve. Et ça marche aussi sur les produits congelés. D'après la Commission européenne, ces dates de consommation mal interprétées seraient à l'origine de 20% du gaspillage alimentaire. Justement, pour les surgelés que j'achète, est-ce qu'il y a une date limite là? Eh bien non, à 2 conditions. Si vous êtes sûr d'avoir bien respecté la chaîne du froid et que votre emballage est étanche, sinon là encore, gros risque d'intoxication alimentaire. Enfin, notez que les aliments congelés maison, comme les restes de votre plat signature, durent moins longtemps que les produits surgelés industriels. Il faudra donc les resservir au plus tard dans les 2 à 3 mois. Merci Annie, vous êtes parfaite, comme d'habitude. Cette semaine, nous partirons découvrir des lieux historiques méconnus ou mal connus. Première étape au Fort des Rousses, dans le Jura, un ancien bâtiment militaire. Aujourd'hui, il est reconverti en cave d'affinage pour le fameux comté. Visite en compagnie d'Erwin Blonze, Grégory Martin et Thomas Gatti. On n'imagine pas un instant, quand on est à l'extérieur, que tout ça existe. Sous cette immense bâtisse, l'un des trésors les plus précieux du Jura. 190 000 meules de comté. 37 caves à fromage. Voici la plus grande, il faut aimer la marche. Elle s'étire sur 214 mètres de long. La propriété de Jean-Charles Arnaud, 3e génération de fromager. C'est mon grand-père. Regardez les pognes. On est des freluquets à côté, regardez ça. Il se prend de passion pour ce métier. Un art aussi, car il faut être en quelque sorte mélomane. Je les écoute. Entendez ce son. Celui-ci est beaucoup plus clair. Celui-ci est beaucoup plus mat. Donc j'ai déjà une texture qui est plus transformée. Donc j'ai toutes les chances d'avoir une pâte plus onctueuse. L'affinage reste l'affaire des hommes. Les tâches ingrates, retourner et saler les comtés, c'est pour les 18 robots de la fromagerie. Il enlève effectivement la pénibilité, parce que 40 kilos, quand vous en retournez 400 tous les jours, retourner, frotter, emborger, ça n'existait pas les salles de muscu à l'époque, mais on n'en avait pas besoin, je peux vous le dire. Il n'a pas toujours été fromager. Dans les années 80, il est pendant un an militaire, formateur du GIGN et de la Légion étrangère, dans ce fort. Avant d'abriter d'immenses caves à fromage, c'était une forteresse militaire bâtie sous Napoléon, la 2e plus grande de France, avec 3500 soldats. On dit à l'époque qu'ils peuvent tenir un siège d'1 an grâce à ces longues galeries. C'est en tout cas des dizaines de kilomètres. Ça fait maintenant 27-28 ans que je parcours une partie des souterrains, mais je pense qu'il y a au moins 20% du fort que je ne connais pas encore. Il lui arrive même de se perdre. Et on peut revenir par le souterrain, ouais.
Oui, oh, ça ne fait pas un gros écart. On va quand même passer par là, oui. Un jour de décembre 2019, en explorant les souterrains, il découvre par hasard un objet exceptionnel. Elle est de 1766, gravée donc sous le règne de Louis XV de Bien-Aimé Roi. Et cette cloche, elle est assez incroyable. Et dans ce souterrain, tout seul, un dimanche après-midi, quand je suis tombé là-dessus, j'étais waouh, bluffé. C'est la plus belle découverte que vous avez faite ici? C'est la plus sonnante, en tout cas. Plus loin, un autre souvenir militaire. Je vais vous emmener là, dans un endroit qui n'est pas bien loin, mais où personne ne vient. Et là, il y a quelques réserves de munitions. Voilà, des boîtes de cartouches, des boîtes d'explosifs qui relèvent du passé et qui, heureusement, sont vides. Son passage à l'armée, dans ce fort, est une révélation. Dans des longues nuits de garde, parce qu'il y avait 7 soutes à contrôler, mais il y avait beaucoup de soutes à munitions à contrôler, et une nuit, c'est long. Je me disais quand même, ces merveilleuses voûtes, on pourrait en faire autre chose, quelque chose de plus pacifique. La fin du service militaire en 1997 lui en donne l'occasion. Pour en faire une fromagerie, il doit investir plusieurs millions d'euros. Pas facile de convaincre les banquiers. J'ai tout fait sur 100% d'endettement et moi, je n'avais pas un franc dans ma poche. Je terrorise un peu mes banquiers régulièrement avec les emprunts que je leur demande, mais avec le temps, ils s'y font. Car le pari est gagnant. Aujourd'hui, sa fromagerie produit 12% du stock de comté français. Ça, c'est assez incroyable parce qu'avoir cet âge-là et cette texture-là, là aussi, l'ambiance de cave, elle est majeure. C'est elle qui fait tout le goût du comté. Les voûtes de pierre, les planches en bois, un peu le travail des hommes quand même. Mais ici, aucun ventilateur, pas de dépression. Et une température constante de 8 degrés, été comme hiver. Au détour d'un couloir, nous tombons nez à nez avec une cinquantaine de touristes. Leur visite guidée débute. Ils n'ont pas encore idée des nombreux secrets que renferme le fort des Rousses. Avec leurs poils longs qui tombent sur les yeux, les vaches Highland sont la fierté des Écossais. La race est aujourd'hui en danger, mais elle intéresse des éleveurs français tombés sous le charme. Un reportage de nos correspondantes au Royaume-Uni, Élise Stern et Loéza Larvor. Dans l'immensité des paysages écossais, elles ont trouvé leur pâturage idéal. Les vaches des Highlands résistent au mauvais temps grâce à leurs longs poils. Leurs cornes imposantes leur donnent une silhouette emblématique. Dans ce champ de l'ouest de l'Écosse, les visiteurs du jour sont français. Éleveurs de vaches des Highlands en France, ils sont venus s'instruire et pourquoi pas ramener une vache de plus à la maison. C'est super de pouvoir ramener un peu toutes ces images à la maison et de prolonger un peu ce voyage à travers notre élevage et nos animaux. C'est toujours intéressant de les voir dans leur berceau d'origine, pour voir d'abord, pour comparer les techniques d'élevage et puis pour voir si nous, on travaille dans le bon sens. Avec leurs yeux sur le côté, pas de problème de vision malgré leurs longues franges. Un style unique. C'est attachant. Les petits veaux, c'est un peu comme les petites peluches. Leur guide, Stuart, s'occupe de 50 vaches. Une passion intarissable. Je travaille avec les Highlands depuis que je suis tout petit. Elles sont très spéciales pour moi. Et très spéciales pour notre pays aussi. À Oban, 2 fois par an, c'est le paradis des vaches des Highlands. Ne vous fiez pas à leurs pas lourds en défilé. Ce sont bien des stars, à la mise en beauté exigeante de la tête aux pieds. Pour commencer, vous poncez les cornes, puis il faut la laver, la sécher, tout peigner, appliquer du spray. C'est plusieurs heures de travail par animal. Elles sont jugées sur leur tête, leur museau, sur la forme de leurs cornes. Elles seront aussi évaluées sur leur posture. Sitôt jugées, les vaches et taureaux sont vendus aux enchères. Réputés pour leur viande peu grasse, ces bovins coûtent de 800 € à plus de 35 000. Ce marché attire éleveurs professionnels, amateurs et touristes. C'est les belles vaches. Hein. Ah bah ici, c'est les vrais... c'est comme si nous, on allait chez nous dans le Limousin ou dans le Charolais. C'est les vraies vaches, quoi. Elles méritent notre respect parce qu'elles sont magnifiques, gracieuses et nobles. Pour ceux qui n'ont pas le budget ou pas la place dans les valises, pas de panique. Un troupeau d'objets dérivés de plus ou moins bon goût met la vache des Highlands à l'honneur.
Ça, c'est notre meilleure vente en ce moment. C'est Bruce. On en vend jusqu'à 100 par semaine. Il est très populaire. Si elle n'est pas encore aussi célèbre que le monstre du Loch Ness, la vache des Highlands a le mérite d'être plus facile à observer. Un animal iconique des hautes terres écossaises. SOS Village vous offre cette semaine l'opportunité de reprendre une activité très originale, un centre aquatique familial ouvert été comme hiver avec son bassin extérieur. C'est rare. À Ergué-Gabéric, dans le Finistère, Julie Jeunemaître et Julien Desniel. Le réveil est tonique. 4, 3, 2, 1, droite-gauche, placez les mains dans le dos. Gaëla, l'animatrice, enchaîne les mouvements avec une énergie redoutable. Appuyez bien sur vos bras et montez haut les deux pieds. Bonjour tout le monde. C'est ma fille qui travaille avec moi depuis plus de 20 ans, c'est la meilleure en aquagym. Gérard, lui, a longtemps mouillé le maillot. Il a fait construire le premier bassin il y a 30 ans. Cette piscine, c'est avant tout une histoire de famille. C'est une vie, nous on a repeint les murs avec mon frère, on a réparé tout, donc c'est chaque morceau de carrelage a une histoire. Au revoir, bonne fin de journée. Mais aujourd'hui, il est temps de tourner la page. Grâce à SOS Village, la famille espère trouver un repreneur. Pour les clients, la fermeture du centre aquatique est inenvisageable. Non, on ne peut pas fermer un lieu comme ça. Il y aura toujours une solution. Enfin, en tous les cas, je l'espère, parce qu'on va beaucoup perdre, nous. Je serais vraiment triste si ça fermait, parce que je ne sais pas où je pourrais aller, parce qu'il n'y a pas, je pense, quelque chose d'équivalent dans la région. Ce qui la distingue surtout, c'est son bassin extérieur, l'un des seuls ouverts en plein hiver. Qu'importe la pluie, avec une eau à 27 degrés, Patrice nage dans le bonheur. On est heureux quand il fait beau, et quand il pleut, ça va, quand même, les conditions sont bonnes, enfin, on est heureux quand même. Pour respirer, c'est parfait. La piscine couverte, c'est difficile. Ouais, là, c'est presque la mer. Ah ouais, sauf que l'eau est chaude. Et pour ceux qui veulent vraiment se rafraîchir, reste encore le tonneau d'eau froide, à 10 degrés. Ça fait un petit frisson, après on se retrempe à nouveau dans l'eau chaude du bassin intérieur, et c'est vrai que c'est assez délicieux. Ouais. Ils sont fous, ces Bretons. Retour au chaud. Avant de partir, Gérard nous emmène à l'étage. Nous avons la salle de fitness pour tous les cours de renforcement, de stretching, de pilates. Le centre emploie aujourd'hui 13 salariés, prêts à aider tout futur repreneur. Bien sûr, je serai là pour les aider. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci, au contraire. C'est bien les lieux, quoi. Je connais les lieux. Ouais, tous les jours, je viens avec plaisir, depuis 25 ans. Alors, si vous êtes prêts à plonger dans le grand bain, vous savez ce qu'il vous reste à faire. La bourse de Paris, moins 0,23% à l'heure qu'il est, et 7750 points. L'information continue sur LCI et notre application TF1 Info. Tout de suite, la météo d'Evelyne Delia. Ce soir, à 20h, Gilles Boulot pour le journal. Dans un instant, plus belle la vie, encore plus belle. Et je vous souhaite un bon après-midi, encore plus beau. Et à demain.